Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée et proposée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous à travers les ondes courtes, les podcasts ou encore votre téléphone. Aujourd'hui au programme l'interview, en partenariat avec le service radio de la Fédération protestante de France, et en seconde partie d'émission, un témoignage dans l'émission C'est vous l'histoire. L'invité du service radio de la Fédération protestante de France. La Nouvelle-Calédonie est un archipel d'outre-mer situé à 17 000 km de Paris, dans le Pacifique Sud. Près de 280 000 personnes, issues d'une dizaine de communautés d'origines ethniques différentes, vivent sur le même territoire. La Calédonie est un pays qui s'étend sur plus de 18 000 km². La Grande Terre est l'île principale, où se trouve au sud Nouméa, la capitale. Depuis une trentaine d'années, les accords de Matignon puis celui de Nouméa organisent le processus de paix et accompagnent tous les Calédoniens dans leur avenir. Ces accords ont été signés respectivement en 1988 par le gouvernement Rocard, en 1998 par le gouvernement Jospin avec les forces politiques locales. Les accords de Matignon donnent aux Calédoniens le droit à l'autodétermination et ont mis fin aux affrontements violents qui ont opposé les différentes forces en présence. Dans l'esprit du processus de paix et en accord avec les engagements politiques, le 4 novembre 2018, les Calédoniens votent. À l'occasion d'un référendum, ils diront si oui ou non ils veulent devenir indépendants. Les églises protestantes ont joué un rôle majeur pendant les événements des années 80 en Calédonie et pendant les négociations de paix. Depuis 30 ans, les protestants ne ménagent pas leurs efforts pour rétablir la concorde et rapprocher les deux camps dans le dossier calédonien. Un dossier ô combien compliqué et ultra sensible. Le pasteur Frédéric Rognon a vécu 3 ans en Nouvelle-Calédonie dans les années 80. Il était professeur de philosophie au lycée d'Okamo à Nouméa. Frédéric Rognon est actuellement professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Il est l'invité du service radio de la FPF. Frédéric Rognon, bonjour. Bonjour. Comment gérer les déçus au premier référendum ou au deuxième ou au troisième? Alors, comment gérer les déçus d'un des côtés au premier référendum? Mais je dirais que là, c'est le principal enjeu, en fait, de cette consultation, enfin, de ce référendum, de ce vote du 4 novembre. J'y étais donc cet été, juillet-août, et pendant ces 2 mois, j'ai entendu souvent des craintes sur l'après-référendum, parce qu'il y aura des vainqueurs et des vaincus. Et j'ai entendu des craintes concernant une radicalisation possible de la part des vaincus. Comment est-ce qu'on va faire pour rester dans le destin commun après un premier référendum? Alors, comme vous l'évoquez, il y aura un deuxième et un troisième référendum en cas de non à l'indépendance. Donc en 2020 et 2022. Cela est prévu dans l'accord de Nouméa. Ce sont bien sûr les indépendantistes qui ont obtenu qu'il y ait 3 référendums si le premier ne donne pas l'indépendance. Mais même en considérant qu'il y aura une deuxième chance ou une troisième chance pour les indépendantistes s'ils n'obtiennent pas la majorité, néanmoins on craint qu'au lendemain du 4 novembre, il y ait des vainqueurs qui fassent les fiers à bras et qui humilient quelque peu les vaincus. Et l'Église protestante est très soucieuse de ça et cherche à canaliser ces ardeurs et pour éviter à la fois le sentiment de revanche, de volonté de revanche, et puis le sentiment d'avoir vaincu. On peut dire que l'indépendance, au premier coup, en tout cas en 2018, a peu de chances de passer. Les sondages lui donnent peu de chances. Mais l'enjeu sera plutôt du niveau du vote indépendantiste. Si le vote indépendantiste est vraiment très faible, s'il est à 15% par exemple, ce qui pourrait arriver, on ne sait pas, à ce moment-là, on a un risque de radicalisation des deux bords, c'est-à-dire des indépendantistes, en tout cas des indépendantistes les plus durs, qui ne croiront plus à la démocratie et donc seraient tentés de revenir à la situation des événements des années 80, mais aussi de la part des loyalistes, en tout cas des loyalistes les moins modérés, qui, voyant que l'indépendance ne fait plus recette, diront mais alors à ce moment-là, on remet en question tout le processus, et on remet en question le deuxième et le troisième référendum, on remet en question le gel du corps électoral qui a été obtenu par les
indépendantistes, puisque tout le monde ne vote pas, mais seuls ceux qui étaient là il y a 30 ans et leurs descendants. Et pour les élections provinciales de l'an prochain, de 2019, on pourrait remettre en question le gel du corps électoral. Et dans ce cas-là, ça durcirait la situation et ça créerait de nouveaux déclivages. Et j'ai entendu un grand souci, une grande inquiétude sur cette question-là en particulier. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que, comme c'est une terre paradoxale, il n'y ait pas plus de prise de position radicale au lendemain du premier résultat du référendum? Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y aurait une sorte d'effet Calédonie, c'est-à-dire que les choses glisseraient? C'est possible, hein. C'est difficile de faire des pronostics. La Nouvelle-Calédonie nous a réservé toutes sortes de surprises au cours de son histoire, pour le meilleur comme pour le pire. Hein. On n'imaginait pas la portée de la révolte des indépendantistes en 84. On n'imaginait pas qu'ils allaient avoir un tel impact. On n'imaginait pas du tout, je m'en souviens très bien parce que j'étais sur place en 88, comment une médiation allait pouvoir en 3 semaines changer totalement l'état d'esprit des uns et des autres. Donc on a eu le pire et le meilleur. Donc c'est très difficile de faire des pronostics, mais je crois qu'il faut rester vigilant. Et l'Église protestante, en tout cas, cherche à accompagner le mouvement de cette consultation en appelant à la sagesse et à la concorde. Concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi, accompagner ? C'est plus un dossier administratif qui se trouve à Paris, c'est vraiment un dossier qui vit. Comment quotidiennement une église protestante, les églises protestantes actent-elles sur le terrain ? Alors ça passe par le dialogue, par les rencontres. C'est un petit territoire, c'est une petite population, 280 000 habitants, donc presque tout le monde se connaît, même si on ne se fréquente pas toujours. Donc multiplier les occasions de fréquentation, de rencontres, de manière à ce qu'on puisse se parler et essayer de se comprendre. Et donc au quotidien, eh bien, l'Église protestante, en tout cas l'Église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, cherche à établir des ponts, des passerelles entre les communautés. Alors ce n'est pas simple parce que l'Église protestante est essentiellement kanak. Elle est à 95% kanak. Donc vous voyez, elle-même n'a pas, comme l'Église catholique, en son sein une représentativité de toutes les communautés. Donc ce n'est pas simple de sa part, mais en tout cas, elle s'engage à cette pacification des relations, et je trouve qu'elle n'y réussit pas si mal que ça. La devise de la Nouvelle-Calédonie, c'est terre de parole, terre de partage. Est-ce que là, ces mots prennent du relief sur le terrain ? Très certainement, c'est cette devise qui est inscrite à l'entrée du Congrès, par exemple, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Très certainement parce que, d'abord, le mot de parole, il n'a pas le même sens qu'en France, ou qu'en métropole. Le mot de parole, il est d'abord, dans les langues kanak, un terme qui a un sens très profond. C'est un petit peu le logos du prologue de Jean, hein, la parole créatrice, hein, le verbe. Donc la parole, c'est pas seulement des paroles ou de la parlotte, c'est vraiment un engagement. Quand on tient parole, eh bien ça a du sens. Et donc terre de parole, c'est de la part de la France envers la Nouvelle-Calédonie un engagement à tenir sa parole. Or, on n'a pas le temps de le raconter ici, mais la France a à 3 reprises bafoué sa propre parole, bafoué son propre engagement. Et donc, dire que c'est une terre de parole, ça veut dire que la France tiendra parole par rapport à ses propres engagements vis-à-vis de ce territoire. Et terre de partage, c'est tout le défi, c'est tout l'horizon qui est celui de la Nouvelle-Calédonie, qui était il y a 30 ans très déséquilibré, et il y a eu tout un effort de rééquilibrage et de partage entre la Brousse et Nouméa, les îles et la Grande Terre. Donc partager, c'est permettre à chacun d'avoir ce qui lui revient pour vivre de manière décente et digne. Quand on voyage en Calédonie, quand on y réside quelques mois ou quelques années, on repère une certaine humilité des Calédoniens. Est-ce que c'est ça aussi qui pourrait faire une force? L'humilité est une valeur kanak très forte. Elle est présente dans les discours lorsque l'on se rencontre, lorsque l'on fait la coutume, c'est-à-dire lorsque l'on va chez quelqu'un et qu'on apporte un geste particulier, un objet, on fait un discours et on parle toujours d'humilité. On dit, voilà, je viens parce que je ne suis pas chez moi et je voudrais, à travers le geste que je porte, manifester mon humilité et m'abaisser devant vous. Ça, ce sont donc des mots, des expressions qui sont quasiment quotidiennes. Si on regarde les cases traditionnelles des Kanaks,
la porte d'entrée est toujours très basse, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'abaisser pour rentrer dans la case. Et c'est pas seulement une question d'architecture, c'est une question de valeur traditionnelle. Donc l'humilité est une valeur majeure, et effectivement, ça pourrait être un pont entre les communautés si on s'abaisse devant l'autre, si on donne toute son importance à l'autre, et comme c'est une valeur évangélique, on peut se retrouver effectivement sur cette valeur-là. Donc la coutume est compatible avec l'Évangile ? Oui, la coutume est compatible avec l'Évangile à partir du moment où l'Évangile a fait le tri dans ce qui, dans la tradition, était recevable. C'est-à-dire que l'Évangile a mis fin à des coutumes ancestrales qui n'étaient pas compatibles avec la tradition chrétienne et a retenu tout ce qui était compatible. Mais on peut dire qu'il y avait, avant l'évangélisation, un certain nombre de valeurs de la tradition kanak qui non seulement étaient compatibles, mais étaient même déjà, d'une certaine manière, un christianisme qui s'ignorait, un christianisme qui était déjà vécu avant même que n'arrivent les missionnaires. Il y a des valeurs d'hospitalité, des valeurs d'accueil, des valeurs d'humilité, des valeurs de vie communautaire qui sont bien plus ancrées dans ces communautés kanak protestantes que chez nous. Et donc on peut aussi, quand on va là-bas, recevoir une leçon d'évangile de leur part. Vous voulez dire qu'on pourrait plus que s'inspirer de la coutume ? Plus que s'en inspirer, alors il ne s'agit pas de transposer d'un pays à l'autre, d'un peuple à l'autre, mais en tout cas être reconnaissant pour tout ce que l'on peut vivre quand on est accueilli dans l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. On est touché, tous ceux qui y sont allés vous le diront, on est touché au cœur par ces valeurs évangéliques qui sont vécues au quotidien parce qu'elles font partie de la tradition, de la culture même des Kanaks, et cela, nous l'avons parfois un peu oublié. Est-ce qu'on pourrait dire que lorsqu'on passe un certain nombre d'années en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on peut dire qu'on est transformé au retour ? Je crois qu'on ne revient pas tout à fait de la même façon qu'on est parti. On peut être transformé de différentes façons. Quand on va si loin dans un archipel si différent sur tous les plans, sur le plan des paysages, sur le plan de la mentalité, de la culture, forcément on a des attentes qui peuvent être déçues, ou bien qui peuvent être au contraire comblées, mais forcément on va découvrir de nouvelles choses, des choses inattendues. Et donc on revient riche de cette expérience, de ces rencontres. Pour ma part, je suis vraiment enrichi et plein de gratitude pour tout ce que j'ai reçu pendant les années que j'ai passées là-bas. Frédéric Rognon est professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Il était l'invité du service radio de la FPF. Nous vous parlions des protestants et de la Nouvelle-Calédonie. C'était l'invité du service radio de la Fédération protestante de France, au micro d'Olivier Betty. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de m'adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. Vous pouvez aussi nous écrire juste pour nous dire d'où vous nous écoutez par exemple. Nous avons une adresse postale IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193, Damary-les-Lys, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre notre programme avec un moment d'authenticité. C'est l'émission C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire. Votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte. Je dirais que l'adoption, c'est une aventure extraordinaire, que chaque situation est unique. Et moi, cette situation vécue m'a appris à ne pas juger d'autres situations qui me paraîtraient bizarres. Et qu'on a besoin de soutien, on a besoin de se sentir aimé, même lorsqu'on ne se sent pas aimable soi-même, qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. J'ai aussi appris que la précipitation est souvent mauvaise. Et ça, c'était une leçon de vie douloureuse, vraiment douloureuse. Bonjour et
bienvenue dans C'est vous l'histoire. Notre invitée d'aujourd'hui est Aurélie. Elle nous partage une histoire difficile. On va parler d'adoption, mais aussi d'abandon. Il y a plusieurs années de cela, Aurélie se met à douter de sa capacité à concevoir des enfants. Avec son mari, il passe par 2 fausses couches. Et le temps passe, l'idée d'adopter un enfant fait son chemin. Le couple entame alors une procédure et les choses s'accélèrent. Il faut se rendre au Vietnam. Mais l'histoire ne va pas prendre la tournure escomptée. Elle s'est confiée au micro de notre journaliste François Sergi. Voilà, moi j'étais folle de joie. Oui, alors les sentiments, donc c'est folle de joie. Ah oui, folle de joie. Là, je serais partie sur le champ, quoi, si j'avais pu. Il n'y avait pas une petite crainte quand même face à cet inconnu Alors non, moi, j'étais folle de joie. Je me réjouissais. Et vous partez ? Et on part, donc fou de joie. Dès qu'on est arrivé, ça a été un peu compliqué. Parce que visiblement, on n'était pas attendu. Je ne sais pas, il y a eu un problème de communication. Moi, je ne voulais pas repartir sans Alexandre et voilà. Il fallait vraiment le vouloir, cet enfant. Absolument, absolument. Non, alors j'étais déterminée à faire tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse revenir avec nous. Ouais. Alors arrive un moment où vous allez l'avoir dans vos bras. Ça, c'était un moment très fort, extraordinaire, quand on est allé le chercher au milieu d'autres enfants. Voilà, Alexandre était là. Donc vraiment. Vous savez un peu les conditions dans lesquelles il est né, pourquoi est-ce qu'il a été confié à l'adoption ? Nous avons pu voir les documents par lesquels sa maman disait renoncer à pouvoir s'occuper de lui. Voilà, c'était une famille qui était visiblement pauvre. Et la maman a dû se séparer de son petit, oui. Alexandre, dans les bras, vous aviez toujours ce bonheur que vous aviez avant de le rencontrer, ou est-ce que ça a été un peu terni par tout ce que vous avez vécu autour de ça ? Oui. Ça a été un peu terni parce que, déjà, il y a eu un stress énorme à l'arrivée là-bas. Alexandre était malade, il toussait énormément, il vomissait. Moi, je me sentais pas bien du tout, mais je savais pas ce qui se passait. Je pensais que c'était le stress, en fait, simplement. Donc, j'étais vraiment mal. Et quand on est rentré, j'étais étonnée de pas ressentir de joie. Je ressentais une immense fatigue, simplement envie que tout s'arrête. J'étais juste épuisée. Qu'est-ce qui va pas fonctionner ? Au début, en fait, je ne comprends pas. Je pense que je suis fatiguée. Les gens étaient, en fait, fous de joie autour de moi et j'arrivais pas à entrer dans cette joie, finalement. J'ai pas osé en parler au début parce que je me disais ça va passer. Voilà. Donc c'était lié à cette relation, à cet enfant. Est-ce que vous avez culpabilisé par rapport à Oui, alors lui énormément. Au début, j'ai eu très peur de ce qui se passait. Et finalement, je me suis dit, mais est-ce que peut-être il y a une possibilité que je sois moi-même enceinte ? Ça a été en fait très difficile. Autant j'avais envie de tomber enceinte, autant je me disais mais non, pas ça, là, maintenant. C'est pas le moment, oui. Alors là, c'était juste pas possible de penser à ça dans l'état dans lequel je me trouvais. Ce qui était compliqué, c'est que les gens autour de moi trouvaient que c'était une excellente nouvelle. Que vous soyez enceinte. Voilà, aussi, c'est vrai que j'avais fait 2 fausses couches avant. Allez, ça fait 2 enfants d'un coup, voilà. Comme si vous aviez des jumeaux, en somme. Oui, un peu. Pour moi, en fait, ça a été une détresse terrible. Oui, absolument. Je ne savais pas comment j'allais gérer ça. Et à l'intérieur de moi, je me sentais comme un monstre. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est vraiment ce que je ressentais. J'aurais voulu dire oui, aucun problème. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. Tout va bien, très bien. Et en fait, c'est pas. Je me sentais vraiment juste extrêmement mal. Dans le document que vous m'avez remis de votre journal que vous avez tenu juste après coup, pour garder souvenir de ce que vous avez vécu, oui. Il y a un terme qui revient plusieurs fois, c'est celui de honte. Oui, c'était inacceptable que je vive ça. C'était insupportable. J'avais l'impression de ne pas être qui je pensais que j'étais. Et moi, j'aurais voulu qu'on m'endorme là. Alors, il faut préciser que ce tout le monde et vous-même, vous êtes chrétienne, engagée, oui. Et ce tout le monde, la famille, les amis, etc., sont aussi chrétiens. Et là, il va y avoir cette incompréhension. Et plus que cela, même. Hein. Oui, c'est vrai que ça a été compliqué. Les gens sont venus avec des paroles bibliques en main, en me parlant beaucoup de l'esprit d'adoption du Père, et que comme le Père nous avait adoptés, voilà, ça ne devait pas être un problème pour moi d'adopter. Oui, je sentais qu'on me regardait de travers, en fait, donc simplement de travers. Une mauvaise chrétienne, une mauvaise mère. Oui, c'était compliqué. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il en pensait ? Alors j'avais très peur au début. Peur de quoi ? J'avais peur qu'il me rejette, lui. Extrêmement peur de ça. Alors j'ai vraiment recherché sa face. Je suis allée, j'ai fait des jours de retraite en criant à Dieu, en disant mais si toi tu me rejettes, alors là il me reste personne, plus rien. Durant ce temps de retraite, j'ai reçu une parole d'Ésaïe 54 qui dit « Si les montagnes s'éloigneraient, si les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. » Et là, je me suis dit « Ça, c'est extraordinaire. Si le monde entier est contre moi et ne comprend pas ce que je vis à l'intérieur, Dieu, lui,
le sait, le voit, et voit mon combat et mon tourment, et lui, il m'aimera jusqu'au bout. Ça a été extraordinaire, et j'ai serré cette parole contre mon cœur durant toute cette période d'épreuve, oui. La situation s'aggrave. Aurélie est sans dessus-dessous. Elle et son mari prennent alors une décision lourde de conséquences. Vous en voulez encore à ceux qui vous ont jugé ? Mais je crois que je leur ai jamais, j'étais pas fâchée avec eux parce que moi-même je ne comprenais pas. Moi j'étais en colère contre moi aussi. J'étais tout à fait étonnée de ce qui m'arrivait. Donc, alors aujourd'hui, comment est-ce que vous comprenez ce que vous avez vécu ? Alors aujourd'hui, j'ai compris que de prendre des décisions trop vite, c'est rarement une bonne chose déjà. Et j'ai compris aussi qu'ayant eu d'autres grossesses après, lorsque je suis enceinte, je suis vraiment très mal les premiers mois. Toutes ces odeurs, tout ce qui m'entourait en fait... ça se répercute sur votre mental et il y a un phénomène de rejet qui se fait. Un phénomène d'écœurement général, si on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est devenu ce petit Alexandre ? Il a été 3 semaines chez nous, donc pas longtemps. Ensuite, il a été 5 semaines chez mes parents avant d'être accueilli dans une pouponnière. Nous avons donc pris la décision de le laisser pour qu'il puisse être adopté rapidement. Nous, on priait pour qu'il puisse être dans une famille chrétienne. On a simplement appris que ce couple était un couple chrétien qui ne pouvait pas partir au Vietnam et qui rêvait d'avoir un petit garçon du Vietnam. Et ils ont véritablement vécu un coup de foudre avec Alexandre. La maman d'Alexandre m'a dit qu'il gardait son prénom, que nous avions choisi, et qu'eux étaient extrêmement reconnaissants, qu'on se soit trompé. Parce que grâce à notre erreur, ils ont pu adopter Alexandre. On avait amené Alexandre vers eux, en fait. Et ils nous ont libérés de la culpabilité pour une grande part. Et eux étaient fous de joie du chemin qu'on a fait à leur place, d'amener Alexandre dans leur famille. Donc si je comprends bien, il n'y a pas eu besoin, nécessité de demander pardon, parce que vous aviez un sentiment de culpabilité. Alors ce sentiment de culpabilité, il a mis des années et des années à partir. Et je ne sais même pas si vraiment il est complètement parti. Et comment y faire partir ce sentiment de culpabilité ? Alors, j'ai dû accepter de me pardonner. Quand j'y pense, et c'est vrai, j'évite de trop y penser, mais lorsque j'y pense, je me dis, mais j'aurais dû attendre de me sentir mieux. Maintenant que je sais pourquoi je suis mal, j'aurais pu le faire peut-être. Ça, c'était quoi ? J'aurais pu accueillir Alexandre et... Vous refaites un film, voilà, en fait, là. Exactement. Alors que parce que dans le document, vous parlez d'échec. Mais d'un autre côté, vous terminez cet entretien en nous disant que Alexandre a une famille et il est heureux. Oui, alors c'est vrai. Mais pour vous... Pour moi, c'est resté des années comme une zone noire de ma vie. J'avais, une honte terrible. Je ne parlais pas de ça. C'était un échec énorme, oui. J'ai vraiment besoin de temps. Que vous avez reçu de l'amour inconditionnel de Dieu. Oui. Ça balaye pas tout ça ? Oui, mais moi je pense que Dieu était là, qu'il m'accompagnait. Mais en fait, le pardon, c'était moi qui avais de la peine à me l'accorder. Moi, je crois que lui, il l'avait depuis longtemps. C'était tout à fait OK pour lui. C'est moi qui avais beaucoup, beaucoup de peine à me regarder moi-même et à accepter que je ressentais ce que je ressentais. C'est de moi que ça venait principalement. Ce qui a fait que nous avons finalement choisi de nous séparer d'Alexandre, c'est que j'étais tellement mal que je refusais même ma grossesse en fait. Et je pense que si j'ai eu un accouchement extrêmement long et compliqué, c'est parce que j'avais très peur de ressentir la même chose quand mon propre enfant allait venir au monde. J'avais très peur de ma réaction. Ça a été pourquoi nous avons décidé finalement qu'il fallait que je m'occupe de cet enfant-là. Je vais mettre la priorité sur cette grossesse. Et c'est particulier parce que j'avais fait 2 fausses couches, mais je savais que cet enfant-là voulait vivre et allait vivre. Et j'ai jamais eu peur d'une fausse couche. Jamais. Ça a donc été une libération quand vous avez pu renoncer à l'adoption d'Alexandre et le confier à d'autres. Un soulagement ? Alors oui et non, parce que c'était une décision extrêmement douloureuse. On a beaucoup pleuré, c'était très très compliqué. Ça a été un soulagement quand nous avons appris où était Alexandre et comment il avait rencontré sa nouvelle famille. J'ai eu besoin, je crois, de ce téléphone avec la maman d'Alexandre où elle m'a dit « Maintenant, vivez votre grossesse pleinement, préparez-vous à accueillir votre enfant ». J'avais besoin de ces mots-là, je crois, de cet encouragement-là. De vie d'Aurélie est difficile. Elle nous montre à quel point on peut croire qu'on se connaît bien et sous le coup d'une épreuve réaliser qu'il y a quelque chose en soi d'effrayant. On ne se comprend plus soi-même, on manque de recul. Mais il est une parole biblique rassurante que je vous laisse en fin de cette émission. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout.
C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir sur nos émissions C'est vous l'histoire sur notre site parole.fm. Nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Ciao! Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Alors si vous voulez le faire depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous composez le 0033 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Ces numéros ne sont pas du tout surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance, et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur cette même antenne pour votre nouveau programme. Au revoir.